Lianli nous ont sorti leur nouveau boîtier ou en réalité une simple évolution. Il s'agit donc du O11 Dynamic Evo RGB, un boîtier que l'on peut retrouver finalement à peu près au même tarif que l'ancien, donc aux environs des 180 à 200 euros. Mais alors, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a réellement comme évolution? Est-ce qu'on a juste une bande LED RGB comme vous pouvez le voir et pour les yeux les plus aguerris en haut et en bas sur le boîtier? Est-ce qu'il y a réellement de nouvelles features dans ce dernier? Et est-ce que finalement Lianli nous prend pas un petit peu pour des pigeons avec justement très peu d'évolution et avec un boîtier finalement vendu presque plus cher, voire au même prix que l'ancien, mais sans réellement en fait apporter quelque chose de nouveau sur ce dernier? Et c'est un petit peu à cette question auquel je voulais répondre dans cette vidéo. Donc c'est aussi pour ça que je vous le présente là maintenant déjà monté avec une configuration full Lianli justement de présente à l'intérieur, parce qu'on va en parler et dans cette vidéo je risque d'être un petit peu plus critique que d'habitude parce que justement il y a certaines choses qui moi me gênent beaucoup dans cette évolution là et notamment en fait dans la partie compatibilité. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire et n'hésitez surtout pas non plus en fait à me dire aussi ce que vous en pensez au niveau de Lianli, de cette évolution, de cette finalement un petit peu mode de ressortir des V1, V2, V3, V4 de certains boîtiers comme certaines marques le font, notamment en fait Lianli. N'hésitez surtout pas à me le dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Au moins ça me permettra aussi de pouvoir acquérir aussi vos avis et surtout de voir si c'est pas moi qui me fais aussi une fausse idée sur ce dernier. Voilà, petit point étant fait, si vous aimez ce type de vidéo, vous savez qu'à faire, le petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce, on va attaquer par le vif du sujet avec ce beau petit O11 Evo Dynamic RGB. Avant d'attaquer par le tour du boîtier de ce dernier, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Ursidiki. Donc VIP Ursidiki, c'est tout simplement donc, le partenaire de la chaîne maintenant depuis plusieurs années. C'est un site qui vous permet de pouvoir acheter vos clés de licence Windows largement moins chères, parce qu'une licence Windows, que ce soit Windows 10 en version Pro ou en version à ce moment-là famille ou une version à Windows 11, et ben ça coûte entre 150 et 210 balles. Donc autant vous dire que ça fait quand même mal dans un budget pour une configuration. Et là intervient VIP Ursidiki parce qu'ils vous permettent eux de pouvoir à ce moment-là acheter des clés de façon totalement légale directement sur leur site pour moins de 20 euros. Pour ça, on va directement se rendre sur le site de VIP Ursidiki. On va sélectionner la licence que l'on souhaite, donc soit Windows 10, soit à Windows 11. À ce prix-là, pourquoi se priver? On va passer directement sur une version Pro. Donc là, vous avez Windows 11 Pro directement. On l'ajoute au panier. Une fois que vous êtes dans le panier, vous pouvez à ce moment-là mettre le code MHT18. Ça vous permet de pouvoir avoir une réduction sur la clé et à ce moment-là, la payer largement moins cher, c'est-à-dire du coup moins de 20 euros. Et c'est grâce au partenariat que j'ai avec eux qu'on peut vous proposer ce code de réduction. Une fois que vous avez appliqué le code de réduction, donc MHT18, vous achetez, vous passez au paiement et là, vous pouvez sélectionner le moyen de paiement que vous souhaitez, que ce soit une carte de crédit ou que ce soit par PayPal. Moi personnellement j'ai pu utiliser les deux dans différents contextes et franchement j'ai jamais eu aucun souci, donc allez-y sans aucun problème et là vous sélectionnez vraiment celui que vous avez envie. Une fois que le paiement est effectué, on va pouvoir se retrouver directement dans le User Center. Donc vous recevez pas de mail, vous recevez pas de SMS, vous recevez pas du coup un délai d'attente de 48 heures pour pouvoir en fait à ce moment-là la recevoir. Vous allez directement dans le User Center, dans vos commandes, vous faites afficher la clé et vous avez la clé qui est affichée et qui est tout simplement présente. Vous la copiez-collez. Après, on se retrouvera directement dans les paramètres de Windows où à ce moment-là, vous allez taper activation. Une fois que vous êtes dans la partie activation, soit vous faites modifier, soit vous ajoutez une clé si vous n'en avez pas déjà une. Et à ce moment-là, vous avez simplement besoin de la copier-coller pour pouvoir du coup à ce moment-là bénéficier d'une expérience hors du commun et d'avoir votre Windows enfin à activer et tout simplement débridé. Donc ça, c'est vraiment du coup la première chose. La chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une édition familiale et que vous souhaitez passer sur une version Pro pour des besoins X ou Y, et ben vous pouvez tout simplement acheter la licence en version Pro, copier la clé à ce moment-là et mettre la modification de clé dans la partie activation. Une fois que c'est fait, et ben là Windows va vous dire vous n'êtes pas sur la bonne version, vous avez une version Pro au niveau de la licence, souhaitez-vous faire l'upgrade? Vous faites cet upgrade là, vous faites cette évolution, il y aura une petite mise à jour qui sera faite et à ce moment-là vous allez passer donc d'une édition familiale à une édition professionnelle. Donc autant vous dire que là ça serait quand même bête de s'en priver et que ça vous permet aussi d'éviter une réinstallation complète du système si vous souhaitez passer sur une version Pro pour un besoin
point particulier. Bref, sur ce, je vous remets directement tous les liens en description. Donc vous avez tous les liens de VIP Hiroshidiki donc dans la description de la vidéo. N'hésitez pas en fait à ce moment-là à passer par mes liens. Ça m'encourage énormément en fait à vous produire du contenu et c'est ce qui justement me permet aussi de pouvoir garder les sponsors sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à ce moment-là. Et puis merci à VIP Hiroshidiki pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et nous, on va passer donc au sujet principal de la vidéo avec le tour du boîtier de ce beau O11 Dynamic Evo RGB de chez Lianli. Donc pour le tour du boîtier, ça restera comme d'habitude. On va vraiment le découper sous toutes les formes. Je vous passe après le test de fumée. On verra les résultats après en termes de performance avec la configuration de bench pour en venir après à ma conclusion et à mon avis sur ce dernier. Et vous allez voir que ça sera un petit peu différent. Bref, on passe au tour du boîtier. C'est parti. Et donc là, on retrouve tout simplement le O11 Dynamic Evo RGB. Bon, on va dire le nouveau 11 pour être plus rapide. Grossièrement, il n'y a pas grand chose qui change de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve vraiment avec un 11 dynamique classique. Pas énormément d'évolution, mais alors où est-ce qu'est le changement réel sur ce dernier? Qu'est-ce qui va changer justement en fait des autres? Et ben c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc on va commencer par l'arrière pour ceux qui ne connaissent pas les 11 dynamiques. On va retrouver donc un emplacement pour un ventilateur de 120 mm, pas de 140. L'emplacement pour l'IO Shield, ici les différentes équerres PCI, des passes-câbles pour pouvoir justement serrer les câbles. Le petit cache ici qui vous permet de pouvoir avoir une différence au niveau de l'IO Shield pour pouvoir faire passer notamment des câbles HDMI dans le cas où vous souhaitez avoir des écrans supplémentaires comme du coup Lianli le propose sur certains boîtiers ou certains équipements. Là ici vous avez pareil un passe-câble de la Dual Chamber donc vers l'extérieur. Ici vous avez toute la plaque pour la partie disque dur et rack câble et là vous avez l'emplacement pour l'alimentation. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. La partie supérieure ici va se scinder en deux. Vous avez une version en mèche ici où on a les deux vis pour pouvoir en fait à ce moment l'enlever et faire l'entretien et ici la partie donc extérieure qui nous permettra de pouvoir faire aussi enlever les différentes vitres ainsi que la plaque arrière sur lequel plaque arrière on va pouvoir retrouver sur cette dernière donc deux emplacements complets en mèche pour pouvoir faire respirer les disques durs dans le cas et l'alimentation, ici les ventilateurs latéraux. Mais petite particularité, la particularité sur cette version là, c'est qu'ici on retrouve un panel de contrôle. Alors vous avez bien évidemment le bouton power pour l'allumer, mais là vous avez toute la gestion du RGB. Mais alors où est-ce qu'il est le RGB sur ce boîtier? Ça on le verra juste après. Sur la façade avant, on va pouvoir retrouver donc ici de l'aluminium brossé complet, le bouton power donc qui fait bien l'angle sur le côté. Là, vous avez la vitre au complet et au niveau du front panel sur le bas, un USB Type C, deux USB 3.1 ainsi qu'un port audio jack et micro. Sur la façade avant, tout ce qu'il y a plus classique, une vitre en verre trempé bien évidemment. Vous pouvez le voir ici que vous avez une barrette là de maintien pour la partie physique qui pourra s'enlever à ce moment-là au niveau du montage. Maintenant pour le dessous. Pour le dessous, on va retrouver donc des cales avec des pieds antidérapants. Vous avez le front panel ici où vous avez donc les câblages qui sont apparents sur l'extérieur. Un filtre anti-poussière avec une nouvelle forme parce que justement en fait la possibilité que l'on a sur ce boîtier là, comme sur les autres évolutions qu'on a pu avoir, c'est que le front panel on peut le décaler de ici à ici. Donc pour pouvoir avoir justement deux positions au niveau du bureau. Donc ça sera quand même assez simple parce qu'il suffit simplement de le déclipser et de dévisser la partie intérieure pour pouvoir hop le caler là. Vous avez la possibilité de faire passer proprement vos câbles. Le passe-câble que vous avez ici en accroche, vous le dévissez un tout petit peu, vous le tournez pour pouvoir correctement l'orienter. Donc ça c'est quand même bien pensé. On voit qu'au fur et à mesure Lianli aboutissent finalement à avoir quelque chose qui est bien fait et que le système ressemble finalement à avoir quelque chose d'un peu plus ergonomique. Mais toujours étant, où est le RGB? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, bah ouais, mais il est où? Parce que finalement, on ne le voit pas et on n'a pas encore ouvert l'intérieur. Mais est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Où est-ce qu'il est? Et bien en réalité, pour les yeux les plus aguerris d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que juste ici, entre la vitre et les plaques métalliques, vous avez un liseré. Et ce liseré-là, il fait l'intégralité justement du boîtier en haut comme en bas. Et vous avez le liseré RGB. C'est tout. Une fois le boîtier ouvert, on se rend compte quand même du liseré. Là, on le voit un petit peu mieux. On voit un petit peu sa course de partout. Mais néanmoins, rien de très choquant, de très marquant. À l'intérieur, on se retrouve vraiment avec un 11 à dynamique classique finalement, donc compatible avec les cartes mères, donc ITX, micro ATX et ATX. Vous avez bien des passes-câbles de partout. On a la possibilité de pouvoir faire passer les tuyaux et les pompes dans le cas où on souhaite décaler le water cooling
À ce moment-là, ils mettent le water cooling avec le radiateur ici pour éviter d'avoir les tubes à l'avant, on peut les avoir à l'arrière. Donc ça, c'est ce qu'on a pu retrouver comme feature sur les différentes versions donc, des différents Lienli. Ici, vous avez la plaque de fixation pour les ventilateurs, donc pour du 360 mm, 240 mm, 280 mm si vous le souhaitez, avec le filtre anti-poussière qu'on a vu juste avant. Vous voyez que finalement, on a quand même aussi la place de pouvoir mettre le fond de panel comme on veut sur cette partie. Donc on se retrouve avec réellement un boîtier qui est bien fini à la méthode de Lienli, mais en même temps heureusement en fait au vu du nombre de versions qu'ils nous ont proposées. On va aller à l'arrière pour pouvoir ouvrir sa plaque latérale. Hop, donc plaque en mèche, excellente qualité, ça ne bouge pas, ça ne se tord pas. Et donc dans la partie de chambre de câblage, ici vous avez les différents caches qui vont pouvoir s'enlever si vous souhaitez donc placer des ventilateurs ou en fait un radiateur de water cooling. Cette version là peut s'enlever parce que justement ici vous avez les deux petites clenches qui vous permettent de pouvoir dégager toute la plaque de fixation afin de pouvoir faciliter le montage. Vous avez la trappe là et la porte qu'on va pouvoir retrouver pour pouvoir fixer donc des HDD en 2,5 pouces ou des SSD en 2,5 pouces, les 2B de 3,5 pouces à ce moment-là juste ici, des passes-câbles, des attaches-câbles en plus, en sachant que là maintenant on a carrément une attache-câble et une fixation en métal. Ça vraiment très agréable parce que finalement vous venez hop la raquer à l'intérieur et caler tous vos câbles dedans pour pouvoir correctement les serrer. Donc ça c'est quand même je trouve très bien pensé. Et au niveau du front de panel, donc on retrouvera bien évidemment de l'USB type C, de l'audio, de l'USB 3.1 et petite particularité en plus donc du front de panel, c'est qu'on va retrouver un ARGB femelle et un SATA pour l'alimentation, donc du contrôleur interne. Alors pas de contrôleur physique que l'on retrouve au niveau du câblage, ça va être simplement le contrôleur qu'on va avoir là ici dans le montant. Donc ça c'est pas mal et bien évidemment on aura les connectiques boîtiers pour la partie power et tout ça donc accroché sur un seul et même embout. Donc franchement plutôt bien fait, on retrouve toujours la cale pour l'alimentation pour pouvoir la positionner, on a toujours autant de place pour pouvoir faire le cable management. Ce que je comprends toujours pas c'est pourquoi est-ce qu'on a encore les racks HDD en 3,5 pouces. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais pour moi, ça devrait être aujourd'hui plutôt en fait une feature que réellement en fait obligé et de se dire bah on préfère avoir peut-être 20 € de moins sur le boîtier et pour ceux qui en ont besoin, et ben tu peux l'acheter avec une configuration automatique, par exemple sur le site de Lienli ou chez différents revendeurs, avec une version sans HDD, une version avec HDD, histoire de gagner de la place et d'éviter d'avoir ça en fait à ranger après ou à les laisser, parce que finalement bah, ça bouffe de la place et c'est pas réellement esthétique, même si finalement on s'en fiche. Mais si tu nous fais une plaque version sans HDD, et ben juste un cover comme ça, droit, hop, et fermé. Et comme ça, on est tranquille. Et ça permettra de pouvoir justement décaler l'alimentation et puis avoir ces ergots et ces excroissances sur l'arrière. Voilà, c'est peut-être le côté esthétique que je dirais qui est peut-être un petit peu plus négatif à ce moment-là, mais qui ne me choque pas non plus, mais qui peut en heurter certains. Et voilà, on a fait le tour du boîtier physiquement. Il y a pas énormément de choses qui ont changé. Cependant, on voit qu'à chaque fois que Lienli sort un boîtier, une autre déclinaison de leur O11, que ce soit en version mini, en version R, en version Flow, en version Vision, en version RGB, on a toujours les petites astuces finalement qui sont revenues, les points positifs qui ont été remarqués, qui sont toujours finalement ajoutés. Donc à chaque fois, on a quand même une évolution, on a quelque chose de bien, et je pense que ce sera intéressant de pouvoir prendre une première génération d'un O11, donc là je vais essayer d'en trouver un en fait à ce moment-là, soit en neuf, soit en occasion, pour pouvoir faire une comparaison avec tous les O11 que l'on a à l'heure actuelle, pour pouvoir justement montrer un petit peu cette déclinaison-là. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, qu'on puisse faire un petit peu cette évolution à ce moment-là et voir ce que ça donne. Mais franchement, ça reste quand même un bon boîtier. Je suis un petit peu médisant sur cette vidéo parce que je commence, moi personnellement, à être un petit peu, je ne vais pas dire saoulé, mais un petit peu blasé parce qu'il n'y a pas énormément d'évolution. Et je trouve que la petite évolution d'avoir juste ce liseré RGB, alors je ne sais pas encore ce que ça donne d'un point de vue visuel, mais je trouve que c'est pas flagrant. En termes de tarification, il a pris la place finalement de l'autre 11 Dynamic Evo classique. Donc finalement, on a très peu de différence, donc on ne paye pas plus cher pour avoir du RGB. Et en soi, vous avez une bonne version avec toutes les améliorations du boîtier. Donc ça, c'est quand même assez cool. Le boîtier reste ce que l'on attend de lui. Et franchement, il est quand même très bien fini. Et on a quand même pas mal de choses à avoir à l'intérieur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais monter tous les composants que Lienli m'ont envoyés en fait à ce moment-là avec. Alors, je parle de composants, mais c'est le water cooling, les ventilateurs ainsi que l'alimentation. Je vais vous en faire une rapide présentation. Après, on passera au test de fumée ainsi qu'au test de performance pour en venir à la conclusion et au débriefing sur ce dernier. C'est parti.
Côté alimentation, Lianli m'ont fourni leur nouvelle génération d'alimentation, la RS 1200G, une alimentation qui est vraiment exceptionnelle, qui est géniale, parce que en termes de compatibilité, elle ira avec n'importe quel type de boîtier. Vous avez la possibilité de pouvoir justement la déporter ou la décaler dans le boîtier avec ce connecteur qui vient justement changer de face en fonction de votre boîtier. Donc limite comme les shifts finalement de Corsair. Donc là, c'est vraiment très agréable parce que ça sera adapté à n'importe quel type de configuration. Vous avez du câblage qui est très donc ça aucun problème. On est sur une 1200 watts, donc on va pouvoir retrouver bien évidemment le connecteur 12 HPWR sécurisé, donc là c'est aussi bon. En plus de ça, ils vous fournissent un hub USB sur lequel vous allez pouvoir connecter jusqu'à 4 USB internes en supplément de votre USB interne que vous allez brancher directement sur la carte mère. Ce hub là, soit vous l'alimentez en SATA, soit vous le branchez directement au bloc d'alimentation avec la connectique propriétaire de chez Lianli, ce qui vous permet de pouvoir à ce moment-là brancher n'importe quel type de contrôleur, que ce soit du Corsair, du Fantex ou autre, mais sans avoir de lien propriétaire avec Lianli d'un point de vue gestion logicielle, donc ça c'est vraiment très agréable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'un point de vue sécurité, c'est l'une des meilleures alimentations du marché à l'heure actuelle. Elle a obtenu donc la note de Platinum pour le Cybernetics, en plus d'avoir la note en grade A. Côté silence, ça reste une alimentation qui est silencieuse et qui est propre et qui est sécurisée, donc autant vous dire que ça restera un produit que je peux vous conseiller sans aucun problème. En termes de tarification, c'est pas abusé parce qu'on là on va pouvoir retrouver cette alimentation là aux environs des 200 € en fonction des sites marchands. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien directement en description. Côté ventilateur, Lianli m'ont fourni donc leur Unifan SL Infinite Wireless 120. Donc ce sont des ventilateurs qui viennent se raquer entre eux, qui sont contrôlés directement via une clé USB, donc aucun câble hormis le câble d'alimentation que l'on va pouvoir retrouver sur ces derniers. Côté spec, pour les 120 mm en version standard, vous êtes à 67 de CFM pour 3,4 mm par Jojo pour moins de 30 décibels, allant jusqu'à donc 2300 RPM, c'est clairement bon. Côté 140 mm, là par contre on va avoir 73,8 de CFM pour les reverse et 77,6 de CFM pour les classiques, 3,45 mm par H2O pour les classiques et 3,12 mm par H2O pour les versions reverse, moins de 30 décibels chacun, et on va pouvoir aller à 1700 et 1800 RPM. Donc autant vous dire qu'au niveau des specs, ce sont vraiment de très bons ventilateurs. Au niveau du bruit, ils sont presque inaudibles et c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler avec ce type de produit. En plus de l'esthétisme, et comme là vous pouvez le voir, on a ce côté néon justement sur l'extérieur. On va avoir les bizones au niveau de la partie RGB, c'est-à-dire du coup le RGB central plus le RGB extérieur qui donne ce côté décalage. Alors, vous avez des caches pour les vis pour pouvoir justement avoir un soin du détail et avoir un esthétique vraiment soigné. C'est ultra agréable de pouvoir travailler avec ce type de produit. En termes de tarification, pour en fait ces ventilateurs, on va pouvoir généralement les retrouver en pack de 3 aux environs des 100 à 110 € en fonction des revendeurs et en fonction aussi de si vous souhaitez partir sur du 140 ou du 120 mm et du reverse ou du standard. Donc franchement, on est clairement sur de très bons produits et ce sont des ventilateurs que je peux vous conseiller sans aucun problème. Et maintenant, on va tout simplement passer au test de fumée et après je vous présenterai les différents résultats. C'est parti. Et donc là, vous pouvez voir les différents résultats que j'ai pu obtenir toujours sur la même configuration de test. Donc avec le processeur, c'est un i9 10900K, la carte graphique, c'est une RX 6900 XT de chez ASUSTUF. Et on a remonté donc toujours ma même configuration de test que vous connaissez directement dans le boîtier. Alors au niveau des ventilateurs, j'ai replacé uniquement donc des P12 Max en haut et en bas pour pouvoir avoir quand même un flux d'air. Le water cooling était placé sur le latéral. Même si je le place en haut, il n'y a pas réellement de différence au niveau de la partie température sur la partie positionnement. Côté température sur le boîtier, et ben finalement on a des températures qui sont correspondantes finalement à tous les autres boîtiers avec la partie O11. Donc on n'a pas non plus de grosses différences par rapport aux Vision par exemple ou autre. Sur le bureau vous êtes à 29 degrés après donc une demi-heure à ce moment-là avec une température stabilisée. Pour le processeur après une heure de stress test on a 67 degrés et 74 degrés sur la carte graphique. On a grosso modo 1 degré de différence par rapport
rapport aux visions, mais finalement ces degrés-là peut être de la marge d'erreur, peut être aussi de l'environnement, peut être de la température que j'ai à l'heure actuelle dans la pièce, donc autant vous dire que ça peut pas être réellement représentatif, en tout cas d'une vraiment différence et d'une réelle performance. En soi, on a quand même des températures qui sont largement similaires. Alors bien évidemment qu'au niveau de la partie boîtier, ça n'aurait pas changé grand-chose, que les températures ne sont pas non plus énormes, on n'est pas non plus sur de très grosses températures, ça reste largement ok. Le boîtier n'a pas évolué par rapport à cette version d'un point de vue performance, là on sera beaucoup plus sur des évolutions donc esthétiques et des évolutions, j'allais dire, d'un point de vue option et ergonomie par rapport à l'utilisation, donc par rapport au montage. Bref, sur ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la conclusion et que je vous donne réellement mon avis et ce que j'en pense de ce nouveau boîtier de chez Lienli. C'est parti. Et voilà, vous avez pu le voir finalement qu'au niveau des performances, ça reste largement bon. Au niveau de la partie compatibilité, de la partie en fait installation, montage, etc., il n'y a pas réellement de soucis. Hormis un, et on va le voir avec les points négatifs en fait juste après, mais sinon le boîtier correspond à n'importe quel type de O11 que l'on a avec n'importe quel type de génération, il n'y a rien de particulier. Le cable management se fait vraiment mieux parce qu'on a quand même en fait cette attache à l'arrière qui est vraiment très agréable, qui permet vraiment de pouvoir directement tout serrer et avoir des flux différenciés sans avoir besoin de serrer les câbles, donc ça c'est quand même en fait assez agréable, l'évolution est quand même assez cool. Le côté, j'allais dire, un petit peu peut-être négatif, et ça c'est un petit peu bête, c'est dans l'aspect logiciel et gestion au niveau du boîtier, c'est que la partie RGB que vous avez justement en haut et en bas, c'est tout simplement une RGB classique. Alors ça permet de pouvoir rester justement non propriétaire et de pouvoir se connecter à n'importe quel type de configuration, mais néanmoins ça va gérer avec le RGB de la carte mère. Donc dans un écosystème où on est en full Lienli en fait à ce moment-là, où on a par exemple là les ventilateurs Lienli, le water cooling, etc. Du coup, vous avez le logiciel de Lienli pour pouvoir gérer toute la partie éclairage ou autre, hop, justement à côté avec L3 Connect, et le boîtier, vous le gérez avec le partie RGB de votre carte mère. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas la possibilité d'avoir par exemple soit un petit contrôleur ou quelque chose en plus qui nous permettrait de pouvoir avoir une gestion avec L3 Connect et que le boîtier soit reconnu directement dans le logiciel. Donc ça c'est peut-être moi le petit côté un petit peu négatif et que finalement ce boîtier on ait la possibilité, on ait le choix de l'installer ou non. Donc on a un petit contrôleur. Alors après bien évidemment l'aspect tarification rentre en compte. On est sur un boîtier, on va pouvoir le retrouver aux alentours des 180 à 200 € en fonction des revendeurs. C'est à peu près le même prix que le Evo classique que l'on avait, avec un Evo XL qui était lui en fait aux alentours des 230 à 250 en fonction des revendeurs, mais autant vous dire que finalement c'était peut-être pas grand chose en fait à rajouter et on aurait pu faire l'impasse avec en gardant un prix en fait similaire. Donc c'est vrai que pour moi, ça, ce petit détail là, il va me gêner. Côté maintenant, point négatif, parce qu'il y en a, et là malheureusement c'est un petit peu, j'allais dire, l'erreur de Lienli de me l'avoir envoyé avec ces produits-là, c'est tout simplement dans l'emplacement des 140 mm, parce que le boîtier est dit comme étant donc compatible et accueillant des 140 mm sur le latéral. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis le water cooling en haut, j'ai mis le water cooling sur le latéral, parce que tout simplement les 140 mm ne passent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre 2 x 140, mais un 3 x 140 mm comme c'est décrit, malheureusement, ça ne passe pas. Parce que là, à l'heure actuelle, ça ne passe pas avec ces 140 mm là, parce que les bords sont quand même un peu plus larges, un peu plus gros, et que notamment le contrôleur qui vient se clipser sur les pins latérales, donc des ventilateurs de chez Lienli, donc avec les Unifan, il est quand même assez large, et malheureusement, ça bloque et impossible. On est clairement dans l'incapacité de pouvoir le visser correctement. Et en tout cas, sans du coup vraiment tout arracher et sans forcer sur les ventilateurs. Donc c'est aussi pour ça que pour moi, je trouve ça quand même dommage, notamment quand c'est vos produits, quand c'est votre matos, que ça soit pas 100% compatible. Alors j'ai fait le test avec d'autres 140 mm avec des Arctic, je les passe sans aucun problème. Donc là, c'est pas la question, elle n'est pas en fait le côté compatibilité avec d'autres ventilateurs, ça passe, hormis si vous avez des contrôleurs. Si vous voulez mettre du coup du IQ Link, ça ne passera pas, je vous le dis honnêtement, parce que le contrôleur et la petite fiche de chez IQ Link par exemple ne passera pas parce qu'elle est plus grosse que le contrôleur Lienli. Et là malheureusement, du coup, c'est un petit peu dommage. Donc ça veut dire que dès qu'on souhaite partir un petit peu sur du haut de gamme où justement les connectiques sont un peu plus grosses, finalement on se retrouve en fait un petit peu coincé avec du 140 mm. Ce qui fait que pour moi au niveau du visuel, alors là vous le voyez pas parce que justement j'ai mis les 140 en haut et 140 en bas, mais quand on se retrouve juste à côté de la configuration et qu'on regarde un petit peu, on voit la différence de taille parce qu'on voit justement qu'on a le water cooling qui est avec des 120 mm et qu'on voit qu'on a des 140 mm au-dessus, ça jure un petit peu. Voilà, c'est pas dérangeant, mais il faut être tatillon. Et pour tous ceux qui aiment, j'allais dire vraiment le détail, malheureusement, du coup, ça se voit et c'est un petit peu gênant.
Donc ça déjà pour moi, voilà, côté négatif en fait on va être déjà sur ce gros point de vue là, c'est un peu le côté négatif. L'autre côté négatif, mais là on le verra avec le water cooling, c'est avec sa disposition etc en fait dessus. Mais sinon après, on a toujours la cage HDD à l'arrière. Alors vous allez me dire, ok pourquoi ? Mais comme je l'ai dit dans le tour du boîtier, j'aurais préféré finalement qu'on puisse avoir la possibilité de les enlever parce qu'aujourd'hui, beaucoup moins de personnes utilisent en fait des 3,5 pouces en support à l'intérieur des configurations. Donc c'est vrai que pour moi, avoir cette excroissance à l'arrière comme on peut l'avoir en fait ici, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'aurais préféré limite avoir une plaque qui permettrait de pouvoir correctement fermer et de pouvoir en fait à ce moment-là, soit choisir de mettre mon alimentation en haut ou en bas et avoir cette modularité là, soit avoir la possibilité tout simplement d'éviter d'avoir cette excroissance qui est physiquement moche à l'arrière. Alors je vous mets des photos etc comme vous pouvez le voir en fait à ce moment-là, c'est pas très agréable, c'est pas très beau. Alors même si on regarde pas non plus tout le temps l'arrière, ok c'est du détail, ok c'est de la finesse, mais là comme je vous l'ai dit, du coup ça reste pour moi en fait un petit détail mais qui a son importance. Alors c'est un détail qu'on retrouve finalement sur tous les O11, on le retrouvera sur tous les autres boîtiers, donc c'est pas en fait un problème inhérent en fait à ce moment-là, à ce boîtier-là, c'est un petit peu à tous les 11, mais je trouve que Lianli, dans ce côté de développement et de pouvoir nous proposer différentes évolutions, finalement ne font peut-être pas tout ce qu'il faut à ce moment-là, ou en tout cas pas à mon sens, et que c'est bien beau et c'est cool d'avoir du RGB, franchement c'est cool, ça y a pas de souci. Le contrôle avec les boutons il se fait sans aucun problème en fait à ce moment-là, et on a vraiment du coup pas mal d'animation, pas mal de choses en fait à ce moment-là possible, notamment la luminosité, on peut la couper, on peut l'élever, on peut justement en fait à ce moment-là avoir différents degrés de luminosité, donc ça c'est quand même assez cool, mais le fait de pouvoir ne pas le gérer avec le logiciel L3 Connect, je trouve ça dommage, le fait de pas d'avoir l'obligation de le gérer avec la carte mère, je trouve ça dommage aussi parce que ça nous oblige à avoir 2 ou 3 logiciels de gestion encore sur le PC, hormis si vous utilisez Signal RGB ou OpenRGB, voilà, c'est tout ça qui fait que pour moi, il y a des choses où je trouve que c'est pas encore abouti. Mais là, je vous ai sorti un petit peu des points négatifs, un petit peu, j'allais dire sortis comme ça en fait à l'heure actuelle, mais ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que là, vous êtes sur un 11 qui est vraiment bon. On reste sur une qualité chez Lianli qui est excellente. Ça restera pour moi en fait à l'heure actuelle dans les j'allais dire boîtiers aquarium, les meilleurs du marché, que ça soit en fait en termes de rapport qualité-prix, que ça soit en termes de qualité, que ça soit en termes de fonctionnalité, d'optimisation, de compatibilité au global et surtout le fait de pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment très agréable à monter. Ça, c'est un boîtier que vous allez garder des dizaines d'années. Franchement, vous pouvez y mettre 2, 3, 4, 5 configurations à l'intérieur, il ne bougera pas. Alors que d'autres, du coup, vous allez les avoir cassés ou le métal aura pris en fait un petit peu. Là, c'est pas le cas. Donc franchement, c'est quand même en fait vraiment cool et on a un très beau boîtier, on a un très beau produit. Donc je dis pas, c'est juste que là aujourd'hui, avec les 2-3 petits points négatifs que je vous ai justement proposés en fait à ce moment-là juste avant et que je vous ai cités, pour moi ça m'énerve un petit peu de retrouver encore ces points négatifs là alors qu'on est presque du coup sur la 8e ou 9e version en fait du O11 en fait à ce moment-là qu'on puisse retrouver, parce que vous avez les versions mini, mini 1, mini 2, vous avez les versions R, vous avez les versions Vision, vous avez les versions Evo, vous avez les versions XL, vous avez les versions classiques, vous avez les versions... Bref, il y a quand même pas mal de versions en fait à ce moment-là et je pensais que finalement ils allaient atteindre un petit peu genre leur apothéose finalement en fait à ce moment-là avec le boîtier parfait, et c'est pas encore le cas et c'est ça qui m'énerve un petit peu parce que c'est des petits détails qui auraient pu être vraiment en fait changés et modifiés, et finalement en termes de tarification il n'a pas non plus bougé parce que vous proposez ce boîtier-là, par exemple, à 150 €, franchement, c'est une affaire et il est vraiment nickel. Et là, par contre, il n'y a aucun problème. Donc, à trouver ce prix et à trouver ce boîtier-là à ce prix-là, allez-y parce que le boîtier est vraiment très bon. Par contre, du coup, 180 à 200 €, ça fait quand même encore un poil cher. C'est pas pour toutes les bourses, c'est pas pour toutes les configurations, en sachant qu'il faut bien évidemment tout équiper à ce moment-là parce qu'il est fourni sans aucun ventilateur, il est fourni de façon nue. Donc, pareil. C'est à prendre en compte, mais c'est vrai que ça reste quand même en fait un boîtier, j'allais dire un peu plus élitiste, mais finalement aussi ça reste un boîtier de très bonne qualité. Donc aujourd'hui pour moi je peux vous le conseiller sans aucun problème. À ce tarif là, ça reste pour moi quand même en fait un petit peu cher quand je globalise sur les différentes configurations, mais clairement il vaut son prix et il est bien placé en fait à ce moment-là. Les 2-3 petites évolutions que vous avez en soi pour moi elles sont mineures et c'est plus du marketing qu'autre chose, et c'est aussi pour ça que je veux pas réellement en fait en faire partie et que je vous le dis honnêtement comme je le pense en fait à l'heure actuelle, qu'aujourd'hui il y a des défauts, mais ce sont des défauts esthétiques que Lianli n'a toujours pas corrigés et que j'espère qu'ils corrigeront avec justement peut-être, je sais pas moi, un 11 dynamique master pour pouvoir montrer comme quoi là c'est le boîtier parfait et il n'y en aura pas d'autres en fait à ce moment-là, et qu'on arrête avec ce côté en fait justement des dynamiques avec des petites versions où on a en fait 2-3 petites évolutions mais rien de majeur à ce moment-là. Voilà.
Moi, personnellement, c'est un petit peu tout. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas en fait, à me dire à ce moment-là ce que vous en pensez et votre avis en fait, par rapport aux différentes déclinaisons de chez Lianli, votre avis par rapport au boîtier en, fait, en lui-même et à ce que je vous ai dit aussi. Est-ce que pour vous, ça a de l'importance ou est-ce que vous en fichez totalement aussi? Ça, c'est vraiment très intéressant pour moi de pouvoir avoir votre retour. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi me faire votre retour directement sur les réseaux sociaux. Vous avez donc tous mes liens directement en description. Je vous remets le lien du boîtier ainsi que des produits donc de chez Lianli, que ce soit au niveau de l'alimentation, des ventilateurs ou en fait du water cooling, donc directement aussi en description. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller voir. Au niveau du water cooling, je vais vous en faire une présentation complète sur ce dernier parce qu'il y a quand même quelque chose à dire et que c'est quand même assez intéressant. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos, notamment sa présentation à ce moment-là. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas à mettre votre meilleur petit pouce bleu. Je le redis encore une fois, mais à vous abonner en activant la cloche de notification, c'est ce qui m'encourage énormément à vous produire du contenu, à savoir que ça vous plaît et à savoir surtout justement que du coup ce contenu-là vous est utile. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. Je remercie Lianli de m'avoir fait confiance pour m'avoir envoyé justement ces produits. Je remercie aussi à VIP Orsidiki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez tous les liens en description. Bref, sur ce, c'était MT. Salut!